Jorge Humberto Martínez Cortés erblickte am 5. Januar 1978 in der Hauptstadt Mexikos das Licht der Welt. Über seine Familie ist wenig bekannt, nur das, was er selbst in einigen Gesprächen mit Journalisten preisgegeben hat. Seinen Worten zufolge waren seine jungen Jahre nicht einfach. Seine Mutter war von aufbrausendem Gemüt, während sein Vater im Gegenteil zu nachgiebig war. Möglicherweise haben gerade diese komplizierten Beziehungen zu seinen Eltern die Bildung seines Charakters beeinflusst. Er wuchs zu einem verschlossenen jungen Mann mit schwierigem Temperament und einer Neigung zu impulsiven Handlungen heran. Jorge gagnait sa vie comme serveur dans divers établissements de Mexico, principalement dans les quartiers de Zona Rosa et La Condesa. C'est précisément dans ces endroits que son activité illégale a commencé. Il s'est retrouvé derrière les barreaux pour la première fois en 2010. Il était accusé d'un délit grave avec circonstances aggravantes. Bien que la sentence prévoyait une peine de 4 ans d'emprisonnement, le juge a pris en compte l'absence d'infraction antérieure et a autorisé une libération sous caution. Il ne se doutait pas qu'il laissait dans la rue un homme qui deviendrait des années plus tard l'un des plus recherchés au Mexique. Après sa libération, Jorge a rencontré une jeune femme nommée Adriana Ramos. Il était très fasciné par elle. Au début, il était attentionné et prévenant. Mais avec le temps, son comportement a changé pour le pire. Pendant plusieurs mois, Adriana a enduré son traitement brutal, mais a finalement décidé de mettre fin à la relation. Cependant, Jorge ne pouvait pas accepter sa décision de partir. Une nuit, un conflit sérieux a éclaté. Jorge s'est comporté de manière très agressive et a infligé de fortes douleurs à Adriana. Il n'a pas arrêté et pour l'intimider davantage, il a ouvert le gaz de la cuisinière tout en tenant un briquet à la main. Il a posé un ultimatum. S'ils ne pouvaient pas être ensemble, leur histoire se terminerait ici et maintenant. Malgré la pression, Adriana n'a pas cédé. Il a alors essayé d'utiliser la force en l'attrapant, mais elle a réussi à se libérer et à saisir un outil lourd à proximité. Adriana a commencé à se défendre contre Jorge avec cet outil. Grâce à sa détermination, elle a pu le repousser vers la sortie et le forcer à quitter l'appartement. Comme il s'est avéré, c'était la dernière fois qu'il apparaissait dans sa vie. À ce moment-là, Adriana n'était pas consciente que son courage l'avait aidée à échapper à une situation dangereuse avec une personne qui avait peut-être déjà des intentions malveillantes. Après l'incident, elle s'est adressée aux autorités compétentes, mais comme dans l'histoire du vol, Jorge a réussi à échapper aux conséquences. Des années plus tard, en 2011, cet homme continuait à mener une vie normale. Bientôt, il a rencontré une femme qui, malheureusement, a été plus tard impliquée dans des événements tristes liés à lui. L'histoire de Yang Kyun-jun Barega, une jeune femme d'origine coréenne, avait commencé de manière prometteuse, mais a pris une tournure inattendue. Yang vivait avec ses parents et était particulièrement proche de sa mère Monica et de ses 2 sœurs. Elle était décrite comme une personnalité intelligente et joyeuse, passionnée par le sport, la gastronomie et les relations avec ses amis. Pendant ses études de psychologie, Yang travaillait à temps partiel dans un restaurant de la Colonia Roma, l'un des quartiers prestigieux de Mexico. C'est là, dans un bar local, que le destin a croisé ses chemins avec Jorge. Quelque chose chez lui a captivé l'attention de la jeune femme, et après quelques rencontres, une relation s'est développée entre eux, qui était malheureusement loin d'être idéale. Malgré de fréquents désaccords et séparations, Yang a décidé de faire un pas vers l'indépendance et a emménagé dans l'appartement de Jorge, dans le but de gagner en autonomie vis-à-vis de ses parents. Cependant, ce déménagement, au lieu de la liberté espérée, a conduit à une intensification des tensions dans la relation. Le comportement de Jorge est devenu plus dominant. Il a commencé à s'immiscer excessivement dans la vie quotidienne de sa partenaire.
Il contrôlait constamment sa vie. Il appelait à des moments inappropriés à son travail, limitait les contacts avec ses amis et décidait même des vêtements qu'elle devait porter. Quand elle essayait de s'opposer, il réagissait de manière agressive, tant en paroles qu'en actes. Malgré cela, elle s'efforçait de cacher ses problèmes aux autres. Elle s'éloignait de sa famille pour éviter d'inquiéter ses parents. Elle n'osait parler de sa situation qu'à peu de personnes, dont sa sœur Anna et quelques amis proches. Toutes lui conseillaient de mettre fin à cette relation, et bien qu'elle soit partie plusieurs fois, elle revenait toujours. Au cours de cette relation qui a duré presque 3 ans, elle a beaucoup changé. D'une fille joyeuse et énergique, elle est devenue une personne silencieuse et prudente. Même son apparence a changé. Elle a coupé ses longs cheveux qu'elle aimait tant, juste pour plaire à son partenaire. Les conflits entre eux s'intensifiaient de plus en plus. Un soir, lorsque Yang est rentré tard à la maison, George lui a refusé l'accès à l'appartement. Une autre fois, il l'a empêchée de quitter la maison. Il détruisait ses affaires et la poursuivait dans tout l'appartement. La situation a atteint son paroxysme fin août 2014. Après une autre violente dispute, Yang a décidé de retourner chez ses parents. Une amie l'a convaincu de déposer une plainte officielle contre Jorge et Yang était déterminée à mettre définitivement fin à la relation. Mais comme auparavant, elle est revenue dans leur appartement commun après une courte séparation. 2 semaines plus tard, tôt le matin du 21 septembre, l'impensable s'est produit. Selon les rapports, George lui-même a trouvé Yang dans un état extrêmement préoccupant. Sa situation et son apparence donnaient lieu à de sérieuses inquiétudes. Dans sa déclaration à la police, George a affirmé avoir quitté l'appartement le 20 septembre à midi, alors que Yang se reposait. Selon ses dires, il est rentré aux premières heures du matin après son service de nuit au bar et l'a trouvé dans cet état bouleversant. Il a immédiatement contacté les forces de l'ordre et les proches de la jeune femme. Monica et sa fille Anna se sont précipitées sur les lieux. À leur arrivée, elles ont constaté que la maison était déjà encerclée par la police et que des enquêteurs travaillaient dans la pièce où se trouvait une silhouette immobile entre les meubles. George a expliqué qu'en essayant d'aider sa compagne, il a entrepris des actions qui ont conduit à sa chute d'en haut. Les forces de l'ordre ont informé Monica du départ volontaire présumé de sa fille. Cette conclusion était basée non seulement sur des preuves, mais aussi sur les déclarations de George. Il ne semblait y avoir aucun doute, mais les parents de la jeune femme étaient plus choqués que désespérés, car ils n'avaient jamais remarqué de signes indiquant que leur fille se trouvait dans une situation difficile ou avait des pensées sombres. Lorsqu'ils sont arrivés au commissariat, le rapport des experts était presque terminé. Et dans le document officiel, la cause de l'incident était indiquée comme un arrêt respiratoire. Les proches de Yang ont remarqué d'étranges marques sur ses jambes lorsqu'ils ont eu la possibilité de lui faire leurs adieux. Cela a éveillé leurs doutes. George a essayé d'expliquer la situation en rapportant qu'il avait trouvé Yang dans un état critique et que, pris de panique, il avait tenté de la déplacer mais l'avait accidentellement laissée tomber. Monica, la mère de Yang, avait du mal à croire cette explication, surtout après que des amis de sa fille aient décrit la relation du couple comme compliquée. Lors de l'interrogatoire des proches de Yang, les enquêteurs ont demandé s'ils avaient remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement du couple. Certains ont décrit George comme possessif et enclin à l'agressivité. Malgré ces indices inquiétants, les autorités ne semblaient pas très intéressées par une enquête approfondie sur les circonstances. Elles penchaient pour l'hypothèse que la jeune femme avait elle-même choisi cette voie et était prête à clore l'affaire. Les autorités judiciaires ont proposé aux proches d'envisager une incinération. Bien que la mère de Yang ait eu des doutes, la famille a finalement accepté cette proposition. Malheureusement, cette décision a exclu la possibilité de futures investigations.
L'incident avec Yang a laissé de profondes traces dans la vie de toute sa famille, la mère étant particulièrement affectée. Monica est tombée dans un isolement émotionnel et a commencé à chercher du réconfort dans des habitudes nocives pour faire face à sa douleur intérieure et à son sentiment de solitude. La relation avec son conjoint est devenue tendue, ce qui a conduit à de sérieux problèmes dans la famille. La situation s'est tellement aggravée que l'une des filles a décidé de quitter la maison familiale, ne pouvant plus supporter l'atmosphère oppressante. Malgré tout, le désir de Monica de trouver la vérité s'est avéré plus fort que son chagrin. Elle n'a pas abandonné ses tentatives d'élucider les circonstances de l'incident avec Yang et a continué à chercher des réponses aux questions qui la tourmentèrent. La mère de Yang réfléchissait à plusieurs circonstances étranges. Premièrement, sa fille elle était pleine de vie, et l'idée qu'elle puisse se faire du mal semblait inconcevable. Deuxièmement, les traces sur le corps de Yang suscitaient des doutes quant à la version d'un accident. Et troisièmement, ce qui semblait inhabituel, il manquait une mèche de cheveux à Yang. La femme décida de mener sa propre enquête. Elle demanda les enregistrements des caméras de surveillance de l'immeuble où vivait sa fille. Cela permit d'établir que Jorge était la dernière personne à avoir vu Yang ce jour-là. Sans perdre de temps, la mère engagea un avocat et fit appel à un enquêteur indépendant. Les conclusions de l'expert privé différaient considérablement des constatations initiales. Il nota que dans certaines circonstances, des signes caractéristiques auraient dû être présents, qui n'avaient pas été détectés lors de l'enquête officielle. Selon lui, certaines particularités indiquaient que les événements auraient pu se dérouler différemment de ce qui avait été initialement supposé. L'enquêteur attira également l'attention sur l'état des ongles de Yang, ce qui pourrait indiquer une tentative d'autodéfense. L'expert souligna que toute enquête approfondie serait arrivée à des conclusions similaires, remettant ainsi en question la version initiale de l'incident. La mère de Yang ne pouvait pas comprendre pourquoi les forces de l'ordre rejetaient toutes ces preuves et concluaient que rien d'illégal n'était arrivé à sa fille. Après 6 mois d'enquête personnelle, Monica découvrit une série de manquements dans l'enquête officielle sur l'affaire Yang. Il s'avéra que sa fille s'était adressée aux autorités compétentes pour se plaindre du comportement inapproprié de Jorge, mais n'avait reçu aucun soutien. Selon certains rapports, Monica trouva également des preuves de communication entre Jorge, son père et les fonctionnaires chargés de l'affaire. Mais ce n'était pas tout. La seule pièce à conviction, une écharpe, avait mystérieusement disparu. Armée de tous ces faits, Monica s'adressa au procureur. Elle demanda de vérifier les circonstances de l'incident impliquant sa fille et de mener une enquête approfondie sur Jorge en tant que participant potentiel. Cependant, le chef du parquet la rejeta, déclarant qu'elle n'était qu'une femme au foyer et non un enquêteur professionnel, et lui conseilla de chercher une aide psychologique pour faire face à sa perte. Alisandra Camarlina Alanes, connue de ses amis sous le nom de Compira, nourrissait depuis son enfance un amour particulier pour les animaux, notamment les chats. Cette passion l'a conduite à choisir les études vétérinaires, mais elle n'a pas terminé ses études en raison de difficultés pendant son stage. Le destin a réuni Alisandra et Jorge alors qu'elle était déjà une femme adulte. À cette époque, elle s'était installée dans un quartier confortable de Santo Domingo à Coyoacán, où elle vivait avec ses 2 enfants d'âge différents et son frère Gabriel. Son premier-né était issu de son union avec Juan Carlos, mais malheureusement, Alisandra s'est retrouvée seule en 2012. À ce moment-là, elle attendait son 2e enfant, une fille, qui est née quelques mois plus tard. Après l'arrivée du bébé, Alisandra décida de se consacrer entièrement à l'éducation de ses enfants et quitta son travail. Le bien-être financier de la famille était assuré par 2 pensions et les revenus de la location de plusieurs appartements. Malgré une relation chaleureuse avec sa mère Margarita, Alisandra trouva en sa tante Sandra une personne particulièrement proche. Elle devint pour elle non seulement une parente, mais une véritable amie et confidente,
avec qui elle pouvait partager ses pensées les plus intimes. Campira consacrait tout son temps à prendre soin de ses 2 enfants. Mais au fond de son cœur, elle rêvait de rencontrer quelqu'un qui pourrait être un partenaire de vie fiable et un bon exemple pour sa famille. Comme c'est souvent le cas de nos jours, le destin l'a conduite à une nouvelle rencontre via Internet. C'est là qu'elle a rencontré George, qui s'est présenté comme Joey Drago, âgé de 38 ans. Il a dit qu'il était seul et vivait à Mexico. La communication en ligne avec Jorge était agréable. Il semblait amical et bavard. Son image d'aventurier sympathique avec des tatouages et un cœur apparemment bon a charmé Campira. Malheureusement, elle ne se doutait pas qu'une personne complètement différente se cachait derrière ce masque. Dès les premières conversations, une sympathie est née entre eux et la connaissance virtuelle s'est rapidement transformée en une véritable relation. Tous les proches de Campira ont appris leur liaison lorsqu'elle a publié une photo commune sur les réseaux sociaux où ils avaient l'air heureux. Le temps a passé et la fin de l'année 2016 est arrivée. Le 28 décembre, Margarita a rencontré l'élu de sa fille. Ce jour-là, Campira et Jorge, accompagnés des enfants, se sont rendus à la maison de sa mère à Acapulco pour célébrer les fêtes du Nouvel An. Cependant, sur l'insistance de Jorge, le couple a décidé de retourner à Coyoacán, laissant les enfants chez leur grand-mère. La fête du Nouvel An approchait, et Margarita essaya plusieurs fois de contacter sa fille Campira, mais sans succès. Son instinct maternel lui signalait que quelque chose n'allait pas. Il n'était pas dans les habitudes de Campira de ne pas répondre, surtout un jour aussi important. De plus, elle n'avait pas été active sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Inquiète, Margarita appela Jorge pour se renseigner sur sa fille. Il lui dit qu'il s'était disputé et que Campira était partie fêter avec des amis. Sentant que quelque chose n'allait pas, Margarita demanda à une amie de la famille de passer chez Campira. Cependant, lorsqu'elle arriva, elle fut accueillie par Jorge. Il affirma que Campira dormait et ne pouvait pas parler. Quand Margarita entendit cela, elle fut définitivement convaincue, quelque chose de grave s'était produit. Plus tard, il s'est avéré qu'une tragédie s'était produite le soir du Nouvel An entre 17h et 20h30. George avait commis un acte impardonnable et mis fin à la vie de Campira. De plus, de nombreuses blessures ont été découvertes provenant d'un objet inconnu. En outre, une mèche de ses longs cheveux avait été coupée. Ensuite, il déposa soigneusement Campira sur le canapé et la couvrit d'une couverture ne laissant que son visage découvert. Pour détourner les soupçons, George créa une situation qui devait donner l'impression que ce qui s'était passé était la décision de Campira elle-même. Il plaça même une photo de son ex-mari décédé à côté d'elle, comme pour indiquer la raison de l'incident. Vers 20h30, l'homme fit ses bagages et quitta la maison. Tôt le matin du 1er janvier 2017, la mère de Campira essaya d'appeler sa fille pour la féliciter pour la fête. Mais le téléphone était injoignable. Inquiète, elle contacta son fils Gabriel et lui demanda d'aller voir sa sœur. Lorsque Gabriel entra dans la maison, il sentit immédiatement une odeur étrange et se précipita dans la cuisine où il en découvrit la source. Après avoir résolu le problème, il se mit à la recherche de Campira. Dans le salon, il la vit allongée sur le canapé, couverte d'une couverture. En s'approchant, Gabriel constata avec horreur que sa sœur ne réagissait pas à sa présence. Il remarqua quelques taches sombres sur son visage, particulièrement dans la zone du menton, ce qui l'inquiéta profondément. Lorsque le jeune homme souleva la couverture, il vit que la jeune fille ne portait que des sous-vêtements et que des marques sombres étaient visibles sur ses membres. Étonnamment, malgré les traces de liquide rouge autour d'elle, elle semblait propre, comme si elle venait de sortir de la douche. Gabriel remarqua encore quelque chose d'étrange. Une partie de sa mèche de cheveux manquait. Cela semblait très inhabituel,
car elle avait toujours été fière de ses longues boucles et ne les aurait jamais raccourcies ainsi. Bouleversé par cette vision, Gabriel contacta immédiatement les forces de l'ordre pour signaler l'incident. Puis il appela sa mère qui, en entendant la nouvelle, eut l'impression que son cœur se brisait en morceaux. Ce jour-là, le monde s'effondra non seulement pour elle, mais aussi pour les proches de la jeune fille et tous les membres de sa famille. Une équipe médicale accompagnée de plusieurs policiers arriva sur les lieux quelques minutes après l'appel de Gabriel. Ils confirmèrent que la jeune fille n'était plus parmi nous. Dans un premier temps, les forces de l'ordre, sur la base des premiers résultats de l'enquête, supposèrent que ce qui s'était passé pouvait être une décision volontaire de la jeune fille. Cependant, ses proches s'opposèrent vivement à cette conclusion. Elle était pleine d'énergie et de joie, aimait sa famille plus que tout et rêvait d'une longue vie. Les proches étaient inquiets de l'absence d'une mèche de cheveux de Campira, introuvable. Doutant du caractère accidentel de l'incident, les proches insistèrent pour une enquête plus approfondie. L'examen médical révéla des signes indiquant une mise en scène. L'état du cou de Campira et les blessures internes suggéraient que quelqu'un avait utilisé une force excessive pour entraver sa respiration. De plus, des traces provenant clairement d'une personne étrangère ont été découvertes. Une fois le caractère criminel de l'incident confirmé, l'affaire passa sous la juridiction du parquet de Coyoacán. Mais le temps passait, et il n'y avait aucun progrès dans l'enquête. Ce n'est qu'après 2 mois et demi que les proches de Campira ont pu entrer dans l'appartement où tout s'était passé. Ils voulaient récupérer ses affaires et peut-être trouver des indices supplémentaires. L'ordinateur portable de Campira n'a pas été trouvé dans l'appartement, mais il s'est avéré qu'il avait été récemment effacé, empêchant la récupération de données importantes. Sa tablette a été trouvée, et lorsqu'il a été possible d'entrer le mot de passe, il est devenu clair que les dernières photos avaient été prises peu avant le jour fatidique. Par la suite, la tante de Campira a créé une page sur les réseaux sociaux intitulée « Justice pour tous ». Elle y a publié des photos de Jorge et a demandé l'aide de tous ceux qui pourraient fournir des informations sur sa localisation. L'histoire de Monica, la mère de Young, qui a été retrouvée sans signe de vie en 2014, a pris un tournant inattendu lorsqu'elle a identifié Jorge. Sans hésiter, elle a pris contact avec la famille de Campira. Le destin a réuni 2 mères dont les filles avaient disparu à 2 ans d'intervalle, peut-être victimes du même agresseur. Lors de leurs propres enquêtes, les femmes ont découvert un schéma similaire dans les 2 cas. L'inconnu nouait des relations romantiques, isolait progressivement les filles de leurs proches, puis l'inévitable se produisait. Il essayait de faire passer l'événement pour une disparition volontaire. Un détail intéressant, dans les 2 cas, il manquait une mèche de cheveux des filles. Les proches de Campera ont réussi à obtenir des enregistrements des caméras de la maison voisine qu'ils ont remis aux enquêteurs. L'analyse de la vidéo a montré que Jorge était entré dans la maison de la femme et en était ressorti 6 heures plus tard avec un sac à dos. Son séjour dans la maison de 17h à 20h30 le 31 décembre correspond au moment où, selon les experts, le malheur s'est produit. Un tournant inattendu dans l'enquête a fait de Jorge la principale personne d'intérêt pour les forces de l'ordre. Cependant, lorsqu'on a commencé à le rechercher, il avait déjà disparu sans laisser de traces. Jorge n'apparaissait plus sur ses lieux de travail habituels. Ses pages de médias sociaux sont devenues silencieuses et le contact avec ses connaissances a été rompu. Sa disparition soudaine a été perçue par beaucoup comme un aveu indirect de son implication dans l'incident. Plusieurs mois de recherches infructueuses se sont écoulés et les autorités mexicaines ont demandé l'aide d'Interpol. L'organisation internationale a émis un mandat d'arrêt contre Jorge et il était désormais recherché dans 192 pays à travers le monde. Grâce à la persévérance des mères de Campira et Yang, l'histoire a reçu une large attention médiatique.
Les journalistes ont qualifié Georges d'escroc matrimonial et l'ont décrit comme un homme qui gagnait la confiance des femmes, entrait en relation avec elles, puis commettait des actes terribles. Plus l'affaire devenait connue, plus de femmes se manifestaient, affirmant que leurs enfants avaient été victimes de cet homme, mais avaient pu éviter une fin tragique. Leurs témoignages ont aidé à mieux comprendre les comportements et les méthodes de Georges. L'histoire de Georges a laissé des traces profondes dans la vie de plusieurs jeunes femmes. Elles ont partagé leurs souvenirs, révélant un réseau complexe de relations. Au début, il les charmait par son attention et son ouverture, révélant les moindres détails de sa vie. Avec le temps, cependant, son comportement se détériorait visiblement. Adriana, que nous avons mentionnée précédemment, est intervenue comme témoin et a rapporté les difficultés qu'elle avait rencontrées dans la communication avec cet homme. Son récit a mis en lumière des aspects inquiétants de leur relation. 10 mois après la disparition de Georges, le 24 octobre 2017, il a été retrouvé au Guatemala. Cela s'est produit presque par hasard lors d'une patrouille de routine de la police civile nationale à Livingston. Les forces de l'ordre ont remarqué un homme qui avait l'apparence d'un sans-abri. Lorsqu'ils lui ont demandé de s'identifier, son comportement est apparu suspect. Lors de la vérification de ses empreintes digitales, il s'est avéré que cet homme était recherché par Interpol. Par conséquent, l'homme a été placé sous surveillance dans un établissement spécial pour les arrivants dans la capitale du Guatemala. Les autorités d'Amérique centrale ont rapidement contacté leurs collègues au Mexique pour organiser son transfert et le 25 octobre de la même année, il a été amené à Mexico. Le lendemain, Georges a comparu devant le tribunal conformément à un document officiel lié à sa possible implication dans le destin de Campira. Il a été placé sous observation pendant 4 mois jusqu'au début du procès. Zaton, Roa, Kodo. Bien que cet homme soit déjà en isolement, les proches de Campira avaient encore devant eux un chemin difficile dans la recherche de la vérité. Les avocats de Georges ont pu considérablement prolonger le processus en utilisant une procédure juridique appelée amparo. Cela s'est étendu sur de nombreuses années. La famille Young n'est pas non plus restée inactive. En mai 2021, 7 ans après l'incident, la possibilité d'ouvrir une enquête officielle contre Georges s'est présentée. Jusqu'en juin de la même année, un juge pour les affaires complexes de la Cour suprême de Mexico a établi un document officiel pour son arrestation en lien avec la disparition de Young. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2023 que Jorge Humberto Martínez Cortés, alors âgé de 45 ans, a reçu son verdict. Le tribunal l'a condamné à plus d'un demi-siècle derrière les barreaux. Les proches de Taras ont enfin obtenu la décision qu'ils attendaient depuis si longtemps. Cependant, pour la famille de Campira, ce chemin est encore à venir. Le procès devait initialement commencer au printemps 2022. En raison des manœuvres des défenseurs de Georges, tout a été à nouveau retardé et les audiences ont été reportées au début de l'année 2024. Malheureusement, au moment de la rédaction de ces lignes, il n'y avait pas de nouvelles sur l'avancement de la procédure. Les proches de Campira, en particulier sa tante Sandra, n'abandonnent pas leurs efforts pour que le coupable réponde de ses actes. Pour Margarita, ce qui est arrivé à sa fille a été un coup terrible. Elle a dû non seulement faire face à la perte et à l'absence de justice, mais aussi assumer la responsabilité de 2 petits-enfants. La famille ne perd pas espoir que le jour viendra où leurs épreuves prendront fin avec un verdict contre Georges. Ils comprennent que Campira ne peut pas être ramené, mais ils veulent que la justice triomphe en sa mémoire.